Marie-Claire Fleury, c'est un personnage important de notre histoire, de l'histoire de Sainte-Marie, mais de l'histoire du Québec aussi. C'est un personnage qui est passé sous le radar pendant pratiquement 2 siècles. Pourquoi? Bien, parce que les historiens de l'époque, entre autres Honorius Provost, trouvaient ça un petit peu gênant, une femme qui agisse comme seigneur en Beauce pendant 24 ans. Pour lui, c'était quelque chose qui ne fonctionnait pas. Donc, il en parle, mais il passe ça en dessous de la table. Puis, quand on se met à faire des recherches, on se rend compte que Marie-Claire Fleury, attention, c'est quelqu'un qui a joué un rôle extrêmement important. D'ailleurs, Sainte-Marie s'appelle Sainte-Marie à cause d'elle. Mais commençons par le début. Marie-Claire, elle vient au monde à Québec. 1708, 26 avril 1708, Place Royale. Elle est en plein au cœur de Québec. Québec a 2000 habitants à cette époque-là, c'est une petite bourgade. Pour se mettre dans le contexte, 1701, on vient de signer la Grande Paix avec 39 tribus amérindiennes et on amorce une période d'une trentaine d'années de grande prospérité dans la colonie. Plus de guerre, on a fait la paix avec les Amérindiens, la population de la colonie double en 20 ans, ça va bien, tout fonctionne. Donc Marie-Claire vient au monde dans ce contexte-là. Elle vient d'une famille riche. Joseph-François de la Gorgendière, son père, est impliqué dans le commerce des fourrures, a lui-même une seigneurie qui tient de son beau-père, Louis Joliette, découvreur du Mississippi, puis organiste, géographe, personnage très, très intéressant. Joseph-Louis de la Gorgendière et Claire Joliette, sa femme, ont eu 31 enfants. 31 enfants. Marie-Claire Fleury est une des plus vieilles. Évidemment que les 32 n'ont pas vécu. Il y en a, je pense, c'est 7 ou 8 qui ont atteint l'âge adulte. Mais Marie-Claire est une des plus vieilles. Elle a la chance, à Québec, d'apprendre non seulement à lire, à écrire, puis à être instruite. Le premier couvent des Ursulines est encore à Place Royale à cette époque-là, donc à 2 pas de chez elle. Elle reçoit son éducation là. Puis c'est une jeune fille brillante, intelligente. Puis à cette époque-là, à Québec, on s'habille à la mode de Paris, puis il y a vraiment là, une culture intéressante. Donc, Marie-Claire grandit et ses parents ont plusieurs filles à marier. Or, les jeunes filles intéressantes, de bonne famille, puis tout ça, instruites et jolies, sont rares en Nouvelle-France. Et Joseph Fleury de la Gorgendière, ainsi que sa femme, là, vont trouver pour leur fille des bons partis. Ils vont en marier une au gouverneur de Trois-Rivières, ils vont en marier une à William Grant, un commerçant très en vue à Québec. Ils vont en marier une au seigneur de Deschambault. Ils vont... pour Marie-Claire, ils trouvent un fonctionnaire français, Thomas-Jacques Taschereau, qui est arrivé ici à peine il y a 1 an et demi à Québec comme secrétaire de l'intendant, qui a été remercié après ça. L'intendant a été remercié. Donc, il décide de rester ici et lui, il a une petite différence d'âge. Il a 49 ans et elle en a 19. Bon. Fait que le mariage est organisé. Ils se marient. Ils vont avoir un premier enfant qui ne survivra pas. Tout de suite après, ils s'en vont vivre 3 ans à Paris. Donc, Marie-Claire Fleury, en plein 18e siècle, a connu la capitale, puis Paris avec tout ce que ça implique, avant de revenir ici. En passant, Marie-Claire aura 14 enfants. Elle va accoucher une fois à Paris, une fois à Louisbourg, forteresse de Louisbourg, qui est toute neuve, il arrive presque pour l'inauguration, puis toutes les autres fois à Québec, jamais à Sainte-Marie. Parce qu'à cette époque-là,
évidemment, même à l'époque de leur mariage, il n'y a pas encore de seigneurie à Sainte-Marie. Donc, ils commencent leur vie comme ça. Le beau-père, Joseph-Louis de la Gorgendière, un autre de ses gendres, François Rigaud de Vaudreuil et Thomas-Jacques Taschereau, font une demande conjointe pour avoir 3 seigneuries contiguës en Beauce. Bon, c'est accordé, le roi, bon, tout ça, les formalités fonctionnent. François Rigaud de Vaudreuil nomme sa seigneurie Saint-François, c'est Beauceville aujourd'hui. Joseph Fleury de la Gorgendière nomme sa seigneurie Saint-Joseph, Saint-Joseph aujourd'hui. Thomas-Jacques Taschereau, en toute logique, avec son beau-frère et son beau-père, aurait dû appeler ça Saint-Thomas. Non, 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 non. Il l'appelle Sainte-Marie, en l'honneur de Marie-Claire, de sa femme, qui a 30 ans à cette époque-là, puis qui aime bien. Donc, la vie continue. Il commence à installer la seigneurie ici, en Nouvelle-Beauce. Thomas-Jacques Taschereau n'est pas un homme d'affaires. Pas son nom. Lui est fonctionnaire, conseil supérieur, bon, il fait plein de choses, mais c'est pas vrai. Il n'y a pas à base des affaires. Par contre, Marie-Claire, elle, a hérité de son père, de ses parents, puis a le sens des affaires. C'est que, tranquillement, la seigneurie s'organise. Il y a le premier manoir qui est construit, parce que le manoir, ça ne sert pas juste à habiter, c'est comme le bureau, c'est comme l'hôtel de ville, c'est comme tout ça en même temps, là. Donc, ils s'installent ici à Sainte-Marie. Puis, ils viennent l'été, mais ils repartent à la Saint-Martin. Parce qu'à la Saint-Martin, c'est le moment de l'année où tu recueilles le cens puis les droits seigneuriaux. Une fois que tu as recueilli les droits seigneuriaux, ils ont leur maison à Québec et ils continuent à Québec. Donc, les enfants naissent tranquillement. Il va en avoir 8 enfants. 4 garçons, 4 filles, qui vont, de Marie-Claire et de Thomas-Jacques Taschereau, qui vont venir à l'âge adulte. Et assez rapidement, à 69 ans, Thomas-Jacques Taschereau décède. Bon. C'est quand même un choc. On est en 1749. Marie-Claire est jeune et elle ne se remariera pas. Elle va assumer la direction de la seigneurie pendant 24 ans. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire régler les différends, faire la justice, organiser les corvées, représenter, autoriser les mariages, organiser toutes les cérémonies, les présences, les droits de succession, bref, construire un moulin à farine. Il n'y avait pas, au décès de Thomas-Jacques Taschereau, la seigneurie, puis c'est un devoir du seigneur de construire un moulin à farine, il n'y avait pas de moulin à farine construit. C'est Marie-Claire qui fait construire le premier moulin à farine de Sainte-Marie, ici. Et elle signe de sa main l'arrivée des premières familles, là, elle concède des terres aux Hallé, aux Ferland, aux Turcotte, aux Marcoux, aux Grégoire, aux Fauché, aux Perron, aux Giroux. C'est elle qui fait ça, là. Donc, c'est extrêmement important. Sainte-Marie connaît une expansion, la seigneurie connaît une expansion importante pendant les 24 ans où elle s'occupe de la seigneurie. Pendant ces 24 ans-là, il se passe des affaires importantes. La guerre de 7 ans est déclarée. Fait que 1756, Montcalm arrive à Québec et Montcalm gagne la première campagne de 1756 à Oswego. En 1757, Fort William Henry, 2 des enfants de Marie-Claire sont là, à William Henry, avec Montcalm. Puis, écoute, c'est des jeunes garçons. Ils ont 13 puis 14 ans. Il fallait avoir 16 ans pour s'enrôler dans la milice. Eux autres, à 13-14 ans, ils demandent une exemption pour se rendre, puis ils y vont. Fait que les enfants participent à ces conflits-là. L'année suivante, à Carillon, en 58, même chose. Fait que 3 victoires, 3 années de suite. Marie-Claire est là, elle, comme seigneur à ce moment-là, Sainte-Marie. Puis elle voit, tous les ans, tous les hommes de 16 à 60 ans partir. Fait que c'est les femmes, à Sainte-Marie, cultivent la terre.
organise. Parce que de juin à septembre, fin septembre, il n'y a pas un homme ici, là. C'est les femmes qui font fonctionner les fermes au complet pendant ces années-là. Puis elle est là aux commandes de tous ces événements-là. Donc, elle va vivre la guerre de 7 ans. En 1759, ben là, c'est à Québec, l'invasion de Wolfe à Québec. Puis, le 13 septembre, ben, la bataille des Plaines d'Abraham est perdue. C'est un de ses plus vieux, son plus vieux garçon, ses deux plus vieux, ses trois garçons sont là à ce moment-là. Trois de ces garçons sont là, puis le quatrième, il voudrait bien y aller, le petit jeune, le petit Gabriel Lézéard, mais il est vraiment très, très jeune, tu sais, là, pour être là. Quand Gabriel Lézéard meurt, hein, il ne connaît pratiquement pas son père, parce qu'il est élevé par sa mère uniquement, et je pense qu'il a 2 ou 3 ans quand son père meurt. Fait que là, c'est l'effondrement à Québec. Sa maison, la maison de Marie-Claire, est détruite par une bombe le 8 août 1759. Elle est hébergée chez les Ursulines, qu'elle connaît bien. D'ailleurs, une de ses filles deviendra mère supérieure des Ursulines. Fait que tu vois qu'il y a eu des liens très, très, très étroits de tisser avec les Ursulines pendant toute sa vie. Fait que là, un coup, les Français ont perdu en 1759. En 1760, la bataille de Sainte-Foy, les Français regagnent. Un de son plus vieux, son Charles-Antoine, le plus vieux, est dans l'armée, est officier, puis il prend une part active. Il est capturé en 1760 à Montréal, envoyé en France dans un échange de prisonniers, et il ne reviendra jamais au pays. En passant, il y a dans une lettre absolument, une manuscrite qu'on peut encore consulter de nos jours, il raconte qu'il a fait naufrage. Il a été dans 4 batailles navales, il a fait naufrage, il s'est retrouvé dans des conditions épouvantables, là, qu'il raconte dans une lettre qui est aux Archives nationales à Québec. Ça vaut la peine de lire ça. Donc, le régime anglais s'installe tranquillement. Bon. Entre 1760 et 1763, il y a 3 ans de flottement où on ne sait pas exactement ce qui va se faire. Bon, arrive le traité qui vient préciser tout ça en 1763. Marie-Claire, pendant tout ce temps-là, elle s'occupe de sa seigneurie, là. Son mari est décédé, elle n'a plus de revenus, elle a 8 enfants, plusieurs en bas de 10 ans, là, puis il faut qu'elle s'occupe de ces enfants-là, qu'elle les fasse instruire. L'intendant, juste après le décès de son mari, lui refuse les sommes qu'elle a demandées comme de fonds de retraite ou d'aide. Elle écrit à sa famille, à la famille de son mari en France. Elle reçoit des réponses polies, mais pas beaucoup d'aide. Son père, les affaires avec la guerre, ses affaires vont moins bien. Donc, elle n'a pas ça facile. Mais elle tire son épingle du jeu. Elle arrive à faire instruire ses enfants, à garder le noyau familial intact, puis à traverser la guerre de 7 ans. Là, après ça, sous le régime anglais. Sous le régime anglais, il y a 4 choses importantes. Est-ce qu'on va conserver notre langue? Est-ce qu'on va conserver les coutumes de droit français? Est-ce qu'on va conserver le régime seigneurial? Est-ce qu'on va conserver notre religion? Marie-Claire fait du lobbying à temps plein auprès des autorités anglaises pour conserver ces 4 éléments-là. Parce qu'elle considère qu'il y a plus à gagner qu'à perdre. Elle aurait pu décider de s'en aller en Europe, elle aurait pu décider mais elle décide qu'avec les Anglais, c'est aussi bien de s'en faire des alliés. Bon, c'est un choix. C'est un choix important, puis c'est un choix qui fonctionne très bien. Parce qu'elle va réussir, à ce moment-là, à garder la cohésion sociale ici. Bon, pour sa famille, pour les siens, pour la seigneurie. Bon, seigneurie qui grossit, qui va bien. De ses enfants, elle devrait s'attendre à ce que les 3 plus vieux
prennent la relève à un moment donné. Le plus vieux, il est en Europe, il est officier dans l'armée française, puis il ne reviendra jamais au pays. Le deuxième meurt en Martinique, en tout cas dans les Antilles. Le troisième n'a pas d'intérêt pour la chose, puis il ne vivra pas très vieux parce qu'il décède au début de la trentaine. De ces 4 filles, il y en a une qui est religieuse, il y en a une autre qui est partie en Europe avec un officier français, puis elle va avoir un enfant là-bas, ne reviendra jamais ici. Les 2 autres sont dames de compagnie à Montréal. Bon. Il reste le petit dernier, Gabriel Elzéar, qui est un peu exubérant, ses bords, un peu foufou, un peu... Il s'agit de voir sa signature pour comprendre un petit peu la psychologie du bonhomme. C'est gros, c'est rond, ça prend de la place. Puis, Honorius Provost dit qu'il y avait des belles qualités, mais on lui reprochait de porter trop haut. Donc, il était comme un petit peu, il avait un sens élevé de sa valeur. Bon. Et Marie-Claire attend qu'il ait 28 ans avant de lui passer les pouvoirs. Donc, elle, à 65, elle dit stop, elle laisse le pouvoir à son dernier garçon, son seul garçon qui est un petit jeune. Elle a organisé son mariage. Elle a choisi une femme pour lui, qui est évidemment la fille d'un seigneur important à Beauport, Marie-Louise Élisabeth Bazin. Fait que donc, ça, elle dit OK, c'est une bonne femme, puis elle s'occupe de beaucoup de choses. Là. Puis, organise un mariage. À son mariage, elle invite toute la noblesse française qui est demeurée ici, tous les jusqu'au gouverneur anglais, Chosgros de Léry, Carleton, tous ces noms-là sont sur la liste des gens qui ont signé au mariage de Gabriel Elzéar. Et ça, c'est du Marie-Claire Fleury, qui avait un réseau de contacts incroyable, de par sa famille, de par ses liens. Sa tante était mariée au gouverneur Vaudreuil, donc elle avait des contacts partout. Puis elle a bien joué ce rôle-là. Ensuite, quand elle laisse à Gabriel Elzéar la seigneurie, elle vit de plus en plus à Sainte-Marie à ce moment-là. Puis c'est de 65 à 89 ans, parce qu'elle est décédée à 89 ans, 10 mois. Elle va passer beaucoup de temps à Sainte-Marie, parce qu'elle aime Sainte-Marie. Et une de ses filles, Marie, qui est restée ici à Sainte-Marie tout le temps, elle n'aimait pas la ville, n'aimait pas Québec, aimait la tranquillité. Ils ont un magnifique jardin autour de la seigneurie. Ils vont connaître après ça l'invasion américaine, 1775-1776. Ça, Marie-Claire, à ce moment-là, c'est pas elle qui est seigneur, mais elle voit c'est quoi le prix à payer pour l'alliance avec les Anglais. Parce que, bon, on connaît l'histoire, Arnold arrive à Sainte-Marie, il bivouaque à Sainte-Marie. La population de Sainte-Marie est favorable, est sympathique aux Anglais. Il leur ouvre la porte. Étienne Parent, qui est le bras droit de Marie-Claire Fleury, est le premier à accueillir des Américains chez lui. Sa femme parle anglais, bon, tout va bien. Finalement, quand les Américains se retrouvent à Québec pour affronter l'armée anglaise à Québec, qui est-ce qui fait le premier rang? Gabriel Elzéar Taschereau, qui est là pour l'armée anglaise. Fait que les Américains ne le prennent mais vraiment pas, tellement que quand ils passent à Sainte-Marie, ils pillent, ils saccagent la seigneurie à Sainte-Marie, puis ils vendent à l'encan tous les biens du Seigneur aux habitants de Sainte-Marie qui achètent ça, eux autres. Une vache, il y avait 17 moutons, il y avait 2 porcs. On a la liste. On a même les gens qui ont acheté avec quel prix ils ont payé. Bon, pour la petite histoire. Après ça, Marie-Claire va, dans ses années un petit peu plus âgées, voir des nouvelles de la Révolution française, parce qu'elle a vécu l'époque, puis il arrivait des nouvelles ici, la Révolution française, tranquillement.
Elle a eu la chance de connaître ses petits-enfants. Parce que Gabrielle Elzéar a eu plusieurs enfants qui sont nés ici à Sainte-Marie. Donc, elle était là, elle a vu, connu, élevé en partie aussi ses petits-enfants parce que la première femme de Gabrielle Elzéar décède au moment d'un accouchement. Puis c'est encore qui est là, ben c'est Marie-Claire, puis Marie, dite Manon, sa fille, là, qui s'occupe un petit peu de tous ces enfants-là. Puis elle va vivre cet âge-là avancé, à 89 ans et 10 mois, une histoire bien comique. On lit à différents endroits qu'il y avait des esclaves dans ces familles-là. Joseph François de la Gorgendière là, en a eu une trentaine. Parce qu'il y avait aussi avec la Louisiane, il y avait aussi des plantations en Louisiane. L'autre beau-frère, Rigaud de Vaudreuil, en a eu 16. Puis Thomas-Jacques Taschereau, puis Marie-Claire Fleury en a eu un. Moi, ça m'a un petit peu chicoté. Il y avait un esclave mulâtre. Bon. J'ai creusé ça un petit peu, puis j'ai découvert que c'était d'abord une esclave qui s'appelait Marie-Sylvie. Quand j'ai creusé un petit peu davantage, entre autres dans Norius Provo, mais dans d'autres sources, j'ai appris que l'histoire de cette esclave-là, puis c'est particulier. La mère de cette esclave-là s'appelait Françoise. Elle était au service de William Grant, le beau-frère de Marie-Claire Fleury, à Québec. Et cette Françoise-là, qui était des Antilles, est devenue enceinte un bon jour. Puis eux autres, à Québec, ils ont dit, on ne peut pas la garder. Ça n'a pas de bon sens. On ne peut pas garder une esclave enceinte ici. Bon. Donc là, ils ont convenu, par le réseau des contacts des Alliances, de l'envoyer à Sainte-Marie. Fait qu'elle est arrivée à Sainte-Marie. Elle a donné naissance à un enfant, mulâtre. Donc, si elle était tout à fait noire, on peut présumer que le père était blanc, quelque part, là, de race blanche. Elle donne naissance à l'enfant et elle retourne au Québec après et elle laisse l'enfant ici. Et l'enfant, Marie-Sylvie, le petit enfant, est élevé à Sainte-Marie dans la famille Taschereau, qui la déclare comme esclave. Donc, ils l'élèvent, elle reste à leur service comme esclave. À sa majorité, il lui donne une petite terre dans le rang Saint-Étienne. Ah, curieux. Elle a 4 enfants. Elle demeure au service, la famille Taschereau, même si elle est affranchie. Elle continue avec son mari, Joseph Landry, de travailler pour les Taschereau. Elle va à Beauceville, elle s'en va à Québec. Et sur son acte de décès, c'est marqué Marie-Sylvie Grant. On lui donne le nom de famille Grant. Sa mère est esclave chez William Grant à Québec et on lui donne le nom de famille Grant. On n'a fait pas de test d'ADN, mais on peut supposer bien des choses là-dedans. Mais Marie-Claire, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a accueilli cet enfant-là. Elle a dépanné sa sœur. Elle a accueilli cet enfant-là généreusement. Ils l'ont élevé. Ils ont donné une vie qui avait de l'allure. Ils l'ont affranchi à sa majorité. Je trouve que c'est un beau geste qui démontre le caractère profondément humain de Marie-Claire Fleury. Moi, je dirais que c'est un modèle de courage, d'amour, puis de détermination pour nous tous, Marie-Vraie, Marie-Vraie.